Est-ce que tu es accro à la dopamine? La réponse est oui. Est-ce que tu consultes ton téléphone plusieurs fois par heure? La réponse est oui. Est-ce que tu rafraîchis tes mails de temps en temps? La réponse est oui. Est-ce que tu vas souvent regarder ton compte bancaire en ligne? La réponse est également oui. Tu es donc, tout comme moi, accro à la dopamine. Et je t'en parle parce qu'aujourd'hui, c'est mon jour de dopamine détox numéro 2. J'ai commencé hier. Ça a été un succès. Et je vais te parler un petit peu du résultat de hier et aujourd'hui. Le premier résultat, ça a été que j'ai réussi à lire à peu près 2 ou 3 fois plus que ce que je lis d'habitude. J'ai terminé une courte histoire de l'euphorie financière de John Kenneth Galbraith, qui est très bien. J'ai retenu notamment 2 choses, à savoir que les bulles, ça dure 20 ans, ça on le savait un petit peu, entre le moment où ça éclate et le moment où les gens reprennent confiance, le moment où ça remonte et où ça rééclate, à quelques exceptions près. Découvert l'existence de John Law et des détails sur la compagnie des mers du Sud que je ne connaissais pas. Mais bon, ça c'est détail. Et j'ai commencé. Ah oui, l'autre. Qu'est-ce qu'on apprend oui, la tendance à croire que l'intelligence va avec l'argent. Ça c'est quelque chose qu'il a observé, à savoir que tu accordes du crédit intellectuel à ceux qui font de la grosse maille, et que de la même manière que chaque bulle crée des innovations. Attends, j'essaie de redresser un peu le truc. Ça va? Ça va moyennement, on va dire. De la même manière que les bulles naissent à chaque fois d'une innovation, ou donc le fameux 7 fois c'est différent. Donc il y a une grande innovation technologique qui fait que tout va être remplacé et que 7 fois ça peut continuer à monter jusqu'au ciel. Et donc cette innovation est généralement attachée au nom de quelques génies, dont le fameux John Law, mais ça a été Sam Bankman-Fried il n'y a pas si longtemps. Et donc après, les bulles naissent non pas à cause de ces génies, mais à cause de la cupidité humaine en général, laquelle cupidité humaine n'est en fait jamais accusée au lendemain des bulles. Au lendemain des bulles, on accuse des mécanismes corrompus dans le mouvement des bourses, on accuse des individus, mais en fait on n'accuse pas le principal problème qui est la propension des gens à se rejeter à la première occasion dans l'euphorie financière. Bref, c'est un détail. L'autre lecture à laquelle j'ai pu avoir droit ce matin, grâce à ma dopamine détox, ça a été le début de Anthony Bourdain, Kinshon Confidential, qui est le livre qu'il a écrit sur sa vie, qui est plutôt pas mal pour l'instant. Là, j'en suis à peu près à la fin de son adolescence et je pense qu'il a déjà vécu plus que moi en une adolescence et un début de vingtaine que ce que j'ai vécu dans toute ma vie. Donc c'est assez intéressant. Mais bon, le spoiler alert, il s'est pendu à 62 ans, donc c'est qu'il y avait quand même un problème. Et ça, c'est ce que je vais découvrir dans pas longtemps, puisque grâce à ma dopamine détox, je vais pouvoir lire davantage. Et je raconterai probablement ça dans une prochaine vidéo. Mon Dieu que c'était long. Donc, revenons au sujet du jour, donc la détox dopamine. La détox dopamine, c'est important parce que le but du jeu, c'est pas tellement de l'arrêter que de la différer. Et si t'es comme moi, tu commences à te saper ta journée dès le matin en passant par la dopamine, en te disant simplement, plusieurs choses sur lesquelles on va venir, mais notamment que c'est pas très grave, que c'est juste 20 minutes, une demi-heure et qu'après tu vas pouvoir passer aux choses sérieuses. Mais le problème, c'est que cette dopamine mange ton énergie, ta volonté de faire et te rend aveugle à ce qu'il faut véritablement que tu fasses derrière. Parce que quand tu as commencé à y croquer, tu vas avoir tendance à y revenir et tu vas avoir beaucoup plus difficile à rentrer dans le deep work que si tu avais tout simplement coupé le flow. Voilà. Donc, en fait, c'est une addiction dure et ça peut même être une des pires addictions parce que elle est invisible. Et au moins quand tu te drogues, tu sais que c'est pas terrible et que ce serait bien que t'arrêtes. Mais si c'est par exemple, moi, une de mes addictions, c'est de lire les news le matin, et même pas véritablement des news mauvaises. Je vais lire des news économiques, je vais lire le Financial Times, le Wall Street Journal, investing.com, MarketWatch, Reuters, CNBC,
The Kobe Oscillator, Unusual Whales, Barons, enfin j'en passe et des meilleurs. Donc je vais un petit peu passer par tout ça, et tu pourrais considérer que c'est pas complètement stupide, surtout si tu t'intéresses un petit peu à l'économie. Mais néanmoins, c'est une activité semi-passive qui est pas difficile à identifier comme telle. Et un des moyens pour déterminer si c'est une addiction à la dopamine, il y a qu'est-ce qui se passe si tu le fais pas. Et si tu le fais pas, enfin si moi je le fais pas, je vais avoir envie de le faire. Et la première chose que je vais faire quand je me donnerai l'autorisation d'y retourner, c'est d'aller faire ça. Et si c'est ça, eh ben ça veut dire que je peux différer cette prise de dopamine. Voilà. Donc donc l'idée générale, c'est de... Alors là, pour l'instant, je suis passé à la lecture que je considère comme une activité saine, et même si elle procure du plaisir non destructive d'énergie. Mais idéalement, je commence par ça parce que c'est relativement facile à faire, et il vaut mieux commencer par des choses faciles à faire qui sont positives que de rentrer directement dans le dur. Mais si je rentrais directement dans le dur, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est pas tellement lire, c'est produire. T'as un bouquin qui s'appelle Eat That Frog, qui mange ta grenouille, qui consiste en gros à faire la tâche la plus dure, la plus exigeante et la plus nécessaire de la journée, commencer par celle-là et après faire le reste. Tu peux avoir fait des listes avant pour déterminer la veille, j'imagine, ce que tu dois faire le jour. J'ai plus la méthode, j'ai même pas lu le bouquin à vrai dire, mais enfin en gros c'est ça. De toute façon, t'as des dizaines de bouquins sur comment améliorer ta productivité qui justifie absolument pas de tenir sur tout un bouquin, mais les gens ont tendance à lire des bouquins sur la productivité plutôt que de devenir productif. Eat That Frog est l'un de ceux-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors ça, c'est pas des bouquins, c'est moi qui te le dis. Il faut, donc, puisque c'est difficile de produire avant de consommer, il faut d'abord identifier comme telles toutes les sources d'addiction à la dopamine, et en faire une liste en les classant après de la plus addictive, la plus destructrice à la plus productive et la plus enviable, et la mettre en regard d'une autre liste qui est toutes les routines que tu voudrais mettre en place pour accomplir tes objectifs qu'il faut eux-mêmes définir. C'est Warren Buffett qui dit comment déterminer ses objectifs, comment savoir ce qu'on veut faire de sa vie. Il dit qu'il faut faire une liste sans trop réfléchir de 25 objectifs, 25 choses que tu aimerais avoir faites. Et après, de ces 25 objectifs, tu en gardes 5, tu jettes tous les autres. Enfin, tu peux les garder dans un coin, mais tu organises toute ta vie autour de ces 5 objectifs. C'est pas quelque chose que moi-même je fais en ce moment, mais quand même un petit peu indirectement, mais c'est pas aussi précis que ça. J'ai pas fait la liste des 25 objectifs, mais et l'idée c'est qu'une fois que tu as accompli un de ces objectifs, tu peux le remplacer par un autre. L'idée étant d'en avoir toujours 5 à la fois, et quand tu as ça, tu as ton objectif de vie. Donc voilà, donc on a notre petite liste. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, on a identifié la pire des addictions. J'ai n'importe quoi, tu jouais à Candy Crush par exemple, ou scroller sur TikTok. Et donc ça, tu sais que tu peux la virer et que tu peux la remplacer par autre chose. Comment tu la remplaces par autre chose? Eh ben, en rendant ta routine facile. Si tu as besoin de te mettre en forme, par exemple, de faire des pompes ou des tractions ou des choses comme ça, tu dis, tu vas utiliser une technique qui est dans un autre bouquin que j'ai lu pour le coup, qui s'appelle Atomic Habits. Et ça consiste à ancrer tes habitudes, donc à faire en sorte que quelque chose que tu vas faire de toute façon, qui est neutre, comme te faire un café par exemple, ça va systématiquement être accompagné d'un déclencheur qui est « Ah bah non, pendant que je vais me faire mon café, il faut que j'aille faire mes tractions ou mes pompes. » Voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, si tu veux faire 10 tractions par jour, ou 20 tractions, ou 100 tractions, peu importe, ça c'est toi qui vois, tu la découpes en efforts moindres. Parce que ton cerveau est extrêmement bien équipé, comme tu le sais, pour te convaincre que tu pourras arrêter de bouffer du chocolat demain, ou tu pourras, si tu regardes juste 1 heure de télé, ça va, ou si tu scrolles juste TikTok et tu regardes juste si tu as des commentaires, c'est bon. Donc il va toujours t'inventer des trucs. Et donc il faut rendre la routine tellement facile que tu ne peux pas te la refuser à toi-même. Typiquement, si tu dois faire des pompes, si tu dois en faire 50, ton cerveau va te trouver 1 million de raisons pour pas faire les pompes. Donc ce que tu fais,
tu te dis bah non je vais pas en faire 50, je vais en faire 5. Et si 5 c'est encore trop et qu'il te trouve encore une raison pour pas le faire, ce sera une. Et s'il trouve encore une raison pour pas le faire, ce sera s'allonger sur le sol. Et s'il trouve encore une raison pour pas le faire, ce sera de poser tes mains sur le sol. Et parce que comme chacun sait, ce qui est difficile c'est de commencer. Et que donc si tu arrives à convaincre ton cerveau que c'est quand même acceptable de poser tes mains sur le sol, tu as déjà fait 90% du chemin qui te mène à tes 50 pompes. Voilà. Donc le problème de ça, c'est que admettons que tu réussisses à installer une bonne routine, à en créer tout ce qu'il faut, à avoir tes objectifs, etc. Il va quand même y avoir un moment, pour une raison ou une autre, c'est des vacances, tu sors de ton cercle, tu rencontres quelqu'un, bref. Un matin, tu te réveilles et tu n'as juste aucune envie ou aucune possibilité de faire les pompes ou de faire ce que tu as à faire. Et là, c'est le début de l'engrenage parce qu'évidemment, si tu rates une occurrence de ton habitude, c'est un laisser-passer pour ton cerveau pour t'expliquer que 1, c'est presque aussi bien que 2. Enfin, que si tu l'as fait une fois, tu peux bien le laisser passer 2 fois, etc. Et donc, une fois que tu as perdu l'habitude, tu perds un peu ton grind, comme quand tu casses ton flow sur Duolingo d'apprentissage. Si tu passes une journée sans apprendre et que tu n'as plus ton petit bonus de 30 jours sans avoir arrêté de faire ta leçon, bah il y a de fortes chances pour que tu arrêtes définitivement. Donc il faut avoir bien ça en tête. Donc il faut être généreux avec soi-même, se dire c'est pas grave, j'ai raté une journée, mais il faut pas que ce soit une excuse pour pas le faire le lendemain. Et idéalement le lendemain tu rattrapes la dose que t'as pas faite la veille. Mais si un jour tu fais plus que la dose que ce que tu devais faire dans une journée, c'est pas une excuse pour pas le faire le lendemain en te disant c'est bon, je l'ai fait pour 2 jours de suite. Ça marche pas dans l'autre sens. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre en conclusion? Ouais, le but du jeu, c'est pas tellement de résister aux mauvaises tentations, d'en installer de nouvelles qui demandent un effort, que d'organiser son environnement de manière à ce que tout devienne facile. Donc si tu peux identifier toutes les zones de friction qui t'empêchent de te mettre à l'œuvre. Moi typiquement pour le dessin, comme je suis un peu dans le dessin pour ceux qui suivent, ça va consister à systématiquement avoir des feuilles à disposition, systématiquement avoir mon crayon à disposition, savoir exactement où est-ce qu'il faut que je prenne mes références. Elles sont à portée de main, j'ai juste à tendre la main pour avoir mes références, j'ai juste à tendre la main pour poser une feuille quand je l'ai finie, etc. Tout est extrêmement organisé. Il y a 0% de mon cerveau qui est utilisé dans tout ce qui va autour du dessin qui n'est pas proprement dessiné. Et pourtant si ça l'était pas, ce serait quelque chose auquel il faudrait réfléchir beaucoup. Voilà. Donc j'espère que ça t'a été utile. Si j'ai d'autres idées qui me viennent, j'en parlerai dans une future vidéo, mais ça me semble un bon point de départ. Si tu as un problème de dopamine, n'hésite pas à m'en parler en commentaire. Si j'ai quelque chose d'intelligent à dire sur le sujet, je te répondrai. Et je te souhaite en tout cas une bonne journée et je te dis à la prochaine. Ciao.